Salut à tous, c'est Pierre, vous êtes bien sur Envergure, épisode 5 Star. On va parler d'un pivot qui est grand, qui joue maintenant pour Indiana. Et pour ce faire, j'ai Lucas avec moi et Mathias. Salut Lucas, Salut Mathias. Salut les gars. Salut Pierre, excuse-moi. Désolé. c'est pas grave. Mathias, on y va. Le nouveau pivot d'Indiana de cette année, c'est un certain Kelly Ware. Et Kelly Ware, on aime bien parce que déjà, il y a une petite particularité dans le prénom. Ouais, il y a l'apostrophe en plein milieu du prénom, quoi. Et ça, on adore. Alors du coup, Kelly Ware, né en 2004, donc 19 ans. Il est en deuxième année universitaire et c'est un intérieur de 2m13, le fameux 7-footer pour 104 kg. C'est un gars qui grandit dans l'Arkansas et qui fait toute sa période lycée dans l'Arkansas, dans son lycée de North Little Rock High School. Rapidement, ça devient un gros prospect aux US avec une vraie hype. Il a le parcours classique de tous ces gars qui ont une grosse côte, donc le Jordan Brand classique, le Nike Up Summit, le McDonald's All-American. Et en 2022, il participe aussi en championnat d'Amérique U18 qu'il va remporter avec la Team USA. Et donc ensuite, il y a donc le début de sa première année universitaire, recrue 5 étoiles. Il refuse plusieurs gros programmes et aussi une belle offre financière de la part de l'Overtime Elite pour s'engager avec les Ducks d'Oregon. Et malheureusement, c'est une première saison qui va pas très bien se passer pour lui. Il va disparaître très rapidement des mock drafts, etc. Et puis il va se retrouver avec 16 minutes de moyenne, à peine 7 points de moyenne, etc. par match. Et donc résultat, pas de draft et une demande de transfert à la fin de la saison, qui le verra se diriger vers l'Indiana chez les Hoosiers, qui cherchait justement un remplaçant de Trayce Jackson-Davis, qui est parti chez les Warriors. Exactement. Donc, parti chez les Hoosiers de Mike Woodson, si je dis pas de bêtises. Ouais. Comment ça joue cette année, Indiana? Dans quel contexte il est, l'ami Kelly Ware? Pourquoi il montre enfin son potentiel? Alors, comme je le disais, il y a une place toute trouvée dans la raquette d'Indiana, aux côtés de Malik Renault, qui est un autre intérieur un peu plus petit, qui excelle sous le panier. Et donc, Woodson, le coach, il le met direct titulaire dans la raquette, au poste 5. Et puis, il occupe tout de suite le point d'encre défensif de son équipe, en apportant toute sa protection d'arceau, sa forte présence au rebond, etc. Et puis là, il est déjà en quasi double-double de moyenne, avec quasiment 10 rebonds. Et carrément 20% de ses rebonds, des rebonds de son équipe. Donc il a pris sa place très rapidement dans cette équipe d'Indiana, qui cherchait un nouveau leader. Et de l'autre côté du terrain, Ware, il est aussi très très intéressant, et puis il occupe une forte place dans le système offensif avec 23% de usage rate. Donc voilà, Indiana s'est trouvé un nouveau leader. Comment on pourrait qualifier le jeu d'Indiana? Moi, personnellement, je trouve ça un petit peu old school, c'est-à-dire que c'est très axé, justement, depuis Trayce Jackson-Davis, très axé sur les prises de position à l'intérieur, un petit peu comme on faisait il y a 20 ans dans le basket FIBA. Est-ce qu'on est un peu toujours dans ce contexte-là avec Mike? On l'est toujours, on l'est un peu moins que l'année dernière quand même, parce qu'on avait Jason Davis qui stretchait quasiment pas. Mais c'est vrai qu'on est toujours là-dessus, on est beaucoup à la recherche de l'intérieur avec Ware ou Renault. Mais c'est quand même un peu plus moderne, je trouve, que l'année dernière. Ware, il est beaucoup utilisé pour poser des écrans sur des shooters autour. Mais c'est vrai que c'est un basket plutôt old school. Ouais. Après, il y a peut-être quelque chose à dire, c'est parler du playmaking de cette équipe, que je trouve, moi, sur les matchs que j'ai vus, en tout cas, pas extraordinaire. Il n'est pas vraiment super bien entouré à ce niveau-là, je trouve. C'est vrai qu'à Indiana, il n'y a pas de super joueur sur le backcourt. Il y a Xavier Johnson qui est un senior très expérimenté, mais qui est blessé. Et du coup, Indiana un petit peu en perte de qualité sur ce secteur-là de son équipe. Il y a Gabe Cupps, mais qui est vraiment un freshman et qui fait de son mieux, mais c'est un peu le souci d'Indiana. Très clairement.
Mathias, pourquoi on parle de ce joueur maintenant pour la draft en 2024? C'est quoi un peu son ticket d'entrée pour la NBA? Qu'est-ce qui fait que les scouts le regardent? Bah forcément, quand on parle d'un intérieur de 2,13 m, tout de suite on pense au profil de rim runner protecteur qui est recherché par les équipes NBA aujourd'hui. En plus de ça, il a une très bonne mobilité, il bouge très bien. Et puis, il y a quand même un shoot qui laisse entrevoir une possibilité de s'écarter de l'arceau. En année 1, ça reste voir en NBA. Je ne sais pas s'il pourra tout de suite avoir des minutes. Surtout que c'est pas évident pour des joueurs de ce profil, de rim runner. On peut penser à Mark Williams ou Clowney qui ont eu du mal dans leur première année. Mais ouais, tout de suite, quand on pense à NBA pour lui, c'est pour ce profil de rim runner. Sa mobilité à Oregon est un petit peu mise en question parfois. Est-ce que cette année c'est mieux ou c'est plus mis en valeur peut-être? Alors, à Oregon, c'était compliqué, ouais, mais je pense qu'on lui reprochait plus les efforts que sa vraie capacité de pouvoir bien bouger. Là, à Indiana, il est beaucoup mieux mis en valeur. Il y a une confiance de son coach et honnêtement, je trouve qu'il bouge très bien. Peut-être pas le plus gros moteur, mais en tout cas latéralement, dans sa mobilité à l'intérieur de la raquette, je trouve qu'il se débrouille vraiment pas mal et il n'est pas en énorme difficulté quand il se retrouve à switcher sur un guard adverse. Lucas, je vais te lancer sur l'ami Kellel. Qu'est-ce que, pour toi, c'est quoi son critère d'entrée pour la draft prochaine? Bah, déjà, ses mensurations physiques, comme l'a dit Mathias, c'est un 7-footer qui a quand même 2,84 m de standing reach. Donc, c'est pas rien. C'est pas des mecs qui se baladent dans la rue. Il a plus de 2,20 m d'envergure. Et ça en fait déjà un protecteur de cercle naturel qui, en plus, a les outils, a les armes pour aller vraiment apporter à une défense des blocs, beaucoup de dissuasion. Mais ce qui fait aussi sa force, pour moi, c'est ce qui fait sa faiblesse, c'est que cette mobilité qu'il a en défense, ça lui coûte beaucoup une fois qu'il arrive en attaque. Il est très frêle, même si je crois que Mathias tu as dit qu'il est à 105 kg. Moi, je l'ai à seulement 95. Ouais, moi aussi, c'est la donnée que j'avais. Je crois que j'ai pris le poids sur le site directement d'Indiana. Et, Ils l'ont et- et offensivement, on sent que ça lui coûte ces kilos-là. Il a énormément de mal à faire la différence dans la raquette, même s'il essaye quand même avec l'épaule, etc. Mais ça le gêne quand même pas mal. Et même en défense, on peut le voir sur certains box-out où il y a des pivots typiquement bien matures, bien undersize, qui lui font beaucoup de mal. Donc je dirais que son ticket d'entrée en NBA, c'est ses qualités physiques, ses mensurations, aussi sa protection de cercle, comme tu l'as dit, c'est le rim runner. C'est facile de le voir, c'est extrêmement évident. Donc oui, forcément, ces qualités de rim runner sont évidentes et dures à cacher. Mais il y a aussi son côté physique où moi, je me pose des questions parce que c'est un 2004. C'est vrai qu'il est un jeune, il a le temps encore. Mais est-ce qu'il va réussir à rajouter du poids sans perdre ce qui, au final, est son ticket d'entrée? À propos de ticket d'entrée, il y a le côté production offensive qui peut être aussi mis en avant. On voit qu'il a en plus une palette relativement large, c'est-à-dire que, comme disait Mathias, c'est un garçon qui est capable de tirer, qui le fait même plutôt bien pour ce début d'année. On y croit ça ou c'est un peu contextuel? Je pense que c'est forcément contextuel compte tenu du fait qu'il est largement utilisé, mais moi honnêtement, il est quand même passé de 6 points de moyenne à 17 points en 2 saisons. Je pense que ça tombe pas comme ça. Forcément être talentueux et avoir un vrai talent offensif pour être aussi fort. Et puis comme tu le dis, il a une vraie palette technique. Il est capable de sortir des gros dunks, des hooks plus en finesse, même des spin moves. Et puis en plus, il est très efficace. Il a plus de 60% de field goal. Il a quasiment 80% au cercle. Donc ouais, c'est peut-être pas le joueur qui a le meilleur footwork, ni plus technique, mais il a vraiment un beau toucher, je trouve, et qui lui permet de se sortir de pas mal de situations. Ouais, il y a une stat que je trouve assez impressionnante, c'est sur
les longs 2, comme on dit, où il est à 50% au tir, avec 44 prises. Donc on est en début de saison, d'accord, mais quand même, et c'est vrai que le true shooting chez lui est assez incroyable, parce qu'il est à quasiment 66. Donc c'est assez fort, effectivement. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir à développer chez lui? Quelles sont les craintes qu'on peut légitimement avoir, Mathias? Bah, je pense que tout de suite, ce qui vient en tête, c'est de développer son 3 points. Maintenant, il en est conscient, je pense. C'est forcément un aspect de son jeu qui va être ultra important à l'étage supérieur. Maintenant, moi, j'aimerais bien qu'il s'améliore sur 2 autres points, notamment la passe. C'est pas un joueur qui a une super vision, ou en tout cas qui brille par sa vision du jeu. On le voit trop rarement essayer de faire le jeu, je sais pas, tenter un kick-out quand il est servi au poste ou de tenter une passe sur un cut. Mais dans une NBA aujourd'hui qui recherche de plus en plus de big capables de produire sur cette ligne statistique, je trouve que c'est un domaine dans lequel il doit progresser. Cas sur les progressions à venir pour que qu'elle existe en NBA. Je voulais juste rebondir sur ce que Mathias a dit sur les passes. Moi, après, sur les matchs que j'ai vus, j'ai regardé que cette saison. Je suis vraiment pas d'accord sur la passe. J'ai vu un mec de 2,13 m dans une prise à 2, à 0 degré, être capable de balancer une passe à l'autre bout du terrain qui arrive dans les mains bien avec une bonne trajectoire. Même si il n'est pas dans un contexte où il est là pour pas faire la passe et créer pour les autres, étant donné qu'il est là pour vraiment se montrer, ça se sent parce que tous les ballons passent par lui et il y a très peu d'hésitation dans ses tirs. On sent qu'il est vraiment là, qu'il a l'envie de scorer, etc. Mais sur des flashs, il y a vraiment des flashs à la passe et il a un toucher. Tu as un toucher mi-distance, tu as un toucher pour la passe et il l'a clairement. C'est ça qui m'a impressionné avec lui, c'est parce qu'au début, étant donné qu'il est vraiment, il n'a pas du tout cette intention-là en post-up de, comme tu le dis, ressortir la balle à l'homme libre à 0. Mais ça, pour moi, c'est pas qu'il peut pas faire de passe, c'est que pour l'instant, dans le contexte, c'est pas ce qu'il veut faire. Il n'a pas l'intention de faire la passe, mais quand il doit la faire, quand il est pris à 2, qu'il est bloqué, il arrive toujours à trouver le mec seul et à lui faire une bonne passe, qui est impressionnant pour un mec de cette taille. Parce que souvent, les gars de cette taille qu'on voit là, ok, ils bougent bien, ok, ils courent bien, mais souvent, ils ont beaucoup de mal à faire de bonnes passes. Et là, ça a quand même impressionné sur les matchs que j'ai vus cette saison. Mathias, t'es plutôt, comment dire, est-ce que tu es plutôt convaincu par l'argument de Lucas ou pas? Non, mais après, je dis pas qu'il est pas capable de le faire. Ouais. Comme il l'a dit, moi, ce que je voulais dire, c'est surtout que c'est pas ce qu'il recherche dans un premier temps. Et, moi, souvent, sur les matchs que j'ai vus, souvent, j'ai trop vu des partenaires seuls et un Ware qui tentait plutôt de faire un panier ou de sortir sur un autre coéquipier qui est moins démarqué. Mais je trouve qu'il n'y a pas assez de kick-out ou de changement d'aile. Et je trouve que c'est ce que j'aimerais le voir le faire plus souvent. Mais je dis pas qu'il n'est pas capable de le faire en tout cas. Au niveau du jeu purement intérieur, sur quoi on peut s'inquiéter pour lui par rapport à des choses simples, des fondamentaux d'intérieur, poser des écrans, les écrans de retard, la dissuasion au cercle aussi, parce que vous m'avez parlé d'un rim runner justement et pas d'un rim protecteur, parce que justement, en fait, en termes de contre, il est assez peu efficient pour le moment, il est que à un bloc aidé par match, ce qui n'est pas incroyable pour un mec de sa taille. Qu'est-ce qu'il y a à creuser là encore, Lucas? Pour moi, le problème, il est principalement physique. Parce que dès qu'il a une situation en défense où il veut aller pour le bloc, par exemple, j'ai une action qui me revient là dans son dernier match contre, je crois que c'est Auburn. Il va pour faire le contre en deuxième rideau et il y a simplement l'intérieur d'Auburn qui se met, qui lui fait un box-out et il est incapable physiquement d'avoir la capacité de bouger le gars pour vraiment aller protéger le cercle. Et même au niveau des screens, ces screens sont peu efficaces parce que le meneur, même s'il est largement
plus petit que lui et il peut le bouger facilement. Donc pour moi, c'est vraiment ça qui m'inquiète, comme je l'ai dit tout à l'heure, et que pour moi, c'est sa plus grosse piste de travail parce que ça l'handicape dans vraiment beaucoup d'aspects de son jeu. Et est-ce qu'on est inquiet par sa production au contre ou pas du tout? C'est un peu le jeu d'Indiana qui veut ça aussi, Mathias. Non, moi je suis pas forcément inquiet. On n'a pas forcément besoin d'être à 2-3 comptes de moyenne pour pouvoir être un bon dissuadeur aux deux paniers. S'il y a un joueur qui arrive au cercle, il sera forcément capable de poser le contre. Pour moi, c'est pas important s'il n'a pas une énorme moyenne au contre. On l'a vu aussi essayer de partir en dribble, vu que c'est quand même quelqu'un qui justement est fin et plutôt agile, assez rapide aussi, vu le faible poids qu'il a. Par contre, ça se passe rarement bien. Est-ce que ça, c'est une piste à creuser ou pas? Ouais, après, je pense pas qu'on lui demandera beaucoup de poser le ballon en NBA. Clairement. Dans un premier temps. Hein. Après, ouais, c'est un joueur qui est fin, qui a du toucher, donc je pense qu'il peut développer un dribble, mais c'est pas ce qu'on lui demandera, je pense. Non, mais puis en plus, ce spoiler, ça s'est rarement bien passé à la fin, à chaque fois qu'il l'a fait, donc je pense pas qu'il va être encouragé dans cette voie-là non plus. Parce que j'ai une image comme ça qui me revient contre Michigan où il pense que, comme beaucoup d'intérieurs, qu'il peut mener une contre-attaque, mais en fait, non, c'est pas trop possible. Est-ce que on peut dire que, parce que c'est quand même un garçon qui a souvent la balle près du cercle en attaque, est-ce qu'il a vraiment ce côté palette avec les deux mains ou pour l'instant c'est très axé sur sa main forte, la main droite? Moi, je l'ai rarement vu dans des situations où il est mis en difficulté sur sa main droite et il se décale avec facilité sur sa main gauche. Après, j'attends que Mathias confirme ça, mais je vois pas une main gauche qui est aussi dominante que sa main droite. Mais Hmm. après, ça, ça viendra avec le travail, je pense. Et c'est pas quelque chose qui va m'inquiéter en vue de la draft, en tout cas. Est-ce que Mathias, on va parler un petit peu de l'attitude du garçon. On sait qu'il est parti, tu l'as dit dans la présentation, il est parti un petit peu en froid avec l'entraîneur de Oregon. Comment ça se passe avec Mike Woodson sur ce début de saison là? Pas forcément, autant sur le plan individuel pour Ware, ça se passe bien, mais autant sur le plan collectif, ça se passe plutôt bien aussi. Donc, pour l'instant, la relation avec son coach, elle est bonne. Comme tu le disais, il était parti d'Oregon en froid avec son coach, qui avait été déçu, avait fait remarquer son manque d'effort et d'intensité pendant les entraînements, et un côté un peu feignant sur le terrain. Là, Woodson, son coach, il a pas le même discours et il loue un peu le sérieux et le travail de Ware sur le moment. Et c'est en lien, de toute façon, avec, je pense, la confiance que Ware a vis-à-vis de son staff. Comment on imagine après son premier contrat rookie, dans quel genre de rôle il sera quel est le Ware après à la fin de son premier contrat rookie? Bah, forcément, je pense qu'il va essayer de se nourrir des minutes qu'il aura en tant que backup pivot. Moi, ça ne m'étonnerait pas qu'il aille faire quelques matchs en G-League, compte tenu du fait qu'il de son côté soft et du travail qu'il a encore à faire sur de nombreux domaines. Après, j'espère que ça ne va pas lui faire baisser les bras. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même des questions qui se posent sur sa mentalité. Là, il a un staff qui a confiance en lui, mais dans une équipe NBA qui n'aura pas forcément la même confiance. J'ai peur qu'on retrouve un peu le joueur qu'on avait vu à Oregon. Quoi. Lucas, t'as les mêmes craintes ou tu penses que ça va à terme, c'est une question de maturation? Pour moi, le deuxième contrat va se jouer seulement sur sa capacité de travail. Là, pour l'instant, on a un écho qui nous dit que il met pas les efforts en place à l'entraînement et un deuxième qui nous dit tout le contraire. Donc, je pense que c'est que les années qui nous diront ce qu'il en est vraiment. Donc, je pense que tout dépendra de ça. En tout cas, il a beaucoup de travail, ça c'est sûr. Alors, actuellement, si il met pas une grosse charge de travail en place, je pense pas que il fera longue carrière dans un roster NBA ou
en tant qu'autre chose que troisième pivot en tout cas. Pour les plus anciens, moi, quand je le vois, en fait, il y a un nom qui me vient en tête. J'en ai parlé en off un petit peu au début. C'est le nom de Jalil Okafor, qui était un peu annoncé ce rôle de pivot assez près du cercle, que n'est pas Kelly Ware, mais dans l'attitude, il y avait un petit peu ce côté-là. Il dégageait une certaine nonchalance. Alors, c'est ce qui est toujours difficile à voir si c'est vraiment de la nonchalance ou du je m'en foutisme, entre guillemets, ou si c'est juste l'attitude du gars qui est posée. Et donc ça, c'est un peu compliqué à voir. Après, on peut aussi se dire que quelqu'un comme Robert Williams a trouvé un rôle alors qu'à la fac, c'était pas connu pour être le plus grand professionnel de la Terre. Et puis finalement, ça se passe bien aussi. Donc les deux cas de figure existent. Est-ce qu'on y croit pour finir à Kelly Ware sur du long terme en NBA? Du coup, Mathias? Bah, moi, j'avais du mal à y croire avant la saison, honnêtement. Et maintenant, quand je vois une telle progression dans son jeu et dans ses stats, forcément, j'y crois un peu plus. Maintenant, je me pose des questions sur le fait de oui ou non, il va maintenir un sérieux et un travail régulier, quoi. Lucas? J'ai le même avec Mathias. Le même avis, tout le monde est d'accord, c'est merveilleux. Donc la réponse sera en juin prochain. Ainsi se termine cet épisode sur Kelly Ware d'Indiana. Nous, on se retrouve très vite. Vu qu'on est bientôt à la période de Noël, je vous souhaite de très bonnes fêtes à tous et prenez soin de vous. Ciao, ciao. Bye bye. Ciao.